Samori, d'abord en tant que personne. Et même si sa modestie doit en souffrir, je vous dirai que Laurence Samori, petite par la taille, est une belle et grande personne. Présidente du cercle littéraire Montois Claire de Lutte, elle est et reste une dame simple, mais non simpliste, généreuse, attentive, à l'écoute des autres, sachant les élever sans faire de boniment. Aussi poète, il est poète et artiste, et nous avons entretenu pendant 20 ans, de 1982 à 2002, une correspondance régulière, poético-loufoque. Donc ça nous servait un peu de bouée de sauvetage et de, si vous voulez, c'est construit d'après la philosophie de Beaumarchais. Dépêchons-nous de rire de tout, de peur d'être obligés d'en pleurer. Alors, donc chorégraphie, ici, Les hasards de cristal, une édition artisanale. Et il y a un recueil d'un format plus spécial, Racines d'aurore, avec des dessins de Serge Durieux, qui fut notre précédent président du Cercle Claire de Lutte. On va essayer de ne pas les faire tomber. Voilà. Alors, passons aux nouvelles. Ailleurs est ici dans la pénombre. C'est le premier recueil de nouvelles. Il en comporte 11. On en parlera, on détaillera un peu tout à l'heure. Le titre vient d'un de mes poèmes. Ailleurs est ici dans la pénombre, astiquer les poternes, les chemins de ronde se multiplieront, la lumière est à portée de nos doigts, nous sommes tous magiciens. Donc, autrement dit, n'allez pas chercher bien loin ce que vous avez à portée de la main. La robe en soie bleue ensablée, là c'est un titre qui m'est venu dans un demi-sommeil, j'ai eu de la chance. Donc je l'ai pris comme titre leitmotiv pour l'ensemble des nouvelles. Dans la première nouvelle, on trouve dans le sable réellement une robe en soie bleue. Dans la deuxième, elle apparaît dans les paroles d'une chanson. Dans la troisième, c'est le titre d'un film, et ainsi de suite. Escale en absurdie, le recueil satirique, donc des nouvelles gentiment satiriques, on dira. Ce n'est pas seulement une critique de l'administration, mais aussi un œil acéré que je porte sur nos propres travers, manies, phobies, outrances. Alors l'illustration peut paraître un peu spéciale. En fait, c'est le profil d'un rieur dessiné par l'ombre d'une petite étagère dans ma salle de bain. Et j'en ai fait aussi la carte du pays d'Absurdie, où je vous convie à quelques escales. Le vertige empaillé, là c'est aussi un titre qui m'est venu dans un demi-sommeil, et ce sont des histoires d'amour. Parfois sans problème, mais souvent avec beaucoup de problèmes, des ruptures, etc. Et j'ai pensé, quand ce nom m'est venu dans un demi-sommeil, j'ai pensé à la chanson d'Alain Bachung, que vous connaissez, Le vertige de l'amour. Et je me suis dit, un amour qui donne le vertige et qui laisse un souvenir impérissable, sacré, il faut l'empailler, c'est-à-dire l'immortaliser par l'art ou par l'écriture, le baiser de Rodin ou un livre. La ferveur de vivre. Ici, le titre répond à la fureur de vivre que vous connaissez, le film des années 50 avec James Dean, où on décrivait un peu les jeux dangereux de la jeunesse de l'époque. Donc ici, ce sont des enfants et des artistes qui sont en scène, et je dis même là-dedans que moi-même, je ne serai jamais une grande personne. J'ai gardé quand même l'esprit d'enfance. Alors, Costa Erez est une des nouvelles qui apparaît dans le premier recueil, mais on en a fait un tirage à part parce que c'est devenu une pièce de théâtre. En fait, parfois, mes nouvelles dérivent un peu et je me laisse faire, ça tourne en dialogue et ça tourne en pièce de théâtre. Et on a représenté ceci en lecture spectacle récemment. Donc voilà. Alors, on avait déjà présenté les lettres Lumson. Il est évident que toute cette œuvre est inachevée, puisque j'ai encore beaucoup d'inédits à faire paraître en matière de poèmes. J'ai un 6e recueil de nouvelles en cours,
Et bien sûr, les lettres Lumson, c'est loin d'être achevé parce que j'ai terminé ça en 2012, mais ce ne sera jamais achevé, de toute façon, c'est infini. Donc, Pierre Bragard, qui est ici et qui dirige les éditions Audace, m'a fait une proposition fort intéressante, c'est d'héberger les lettres Lumson sur le site de sa maison d'édition, ce qui permettrait d'apporter les compléments et les corrections au fur et à mesure, d'actualiser. Et en même temps, comme je vais prochainement donner une conférence sur le doudou dans les lettres Lumson, il m'a aimablement proposé de publier en livre cette conférence. Donc, si vous voulez, je parle des auteurs montois qui évoquent le doudou dans leur œuvre. Donc voilà l'ensemble des projets. Et je vais redonner la parole à Gisèle. Intarissable. Je vais voir une gorgée. Il n'est pas nécessaire de vous poser beaucoup de questions. Ça va. Alors, je vais quand même te poser cette question. Depuis quand inventes-tu des histoires et surtout depuis quand les écris-tu? Oui, c'est vrai que j'ai inventé des histoires avant de les écrire. Donc, à l'école primaire, j'ai su lire très vite. Ça a été comme une révélation, ça m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Et à côté de la lecture, qui était mon passe-temps favori, j'avais pour jeu des boutons. Parce que ma maman étant couturière, j'avais pour moi une boîte de boutons dépareillés. Et j'en ai fait des personnages. Donc les grands boutons à 4 trous étaient les papas, les boutons noirs, les grands boutons noirs. Les boutons colorés avec une petite queue, les mamans sur leurs hauts talons. Et les petits boutons, les enfants. Donc chaque bouton avait son nom, son caractère, appartenait à une famille. Et je construisais avec des petites briquettes un village sur la table. Et les boutons entraient dans les maisons, se promenaient dans les rues, se rencontraient et leur arrivaient des mésaventures. Donc c'est ainsi que j'ai écrit, que j'ai inventé avant d'écrire. À 14 ans, j'ai écrit un petit roman qui se passait au Mont Panizel, où il y a une entrée de souterrain. Pour que ceux qui connaissent, c'est ça qui m'avait donné l'idée de relier ce souterrain à un château qui n'existe pas, mais où une jeune femme était enfermée. C'était un roman à mystère. Puis il y a eu le parcours classique. Tout le monde tient un journal intime, écrit quelques poèmes. Et parcours classique encore, chacun fait une pause pour se marier, mettre des enfants au monde. Et alors parfois, un divorce, au bout de quelques années, intervient. Et là, l'écriture arrive comme une soupape, une bouée de sauvetage. Et il se remet à écrire. Donc voilà ce que je peux dire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, j'oublie de préparer les livres pour mes coéquipiers. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'inventer, de me projeter personnellement dans une fiction pour supporter mieux des corvées ou des épreuves. Et de cela, je parle dans mes livres, donc je vais leur donner la parole. Imaginons que nous sommes des nobles ruinés par la Révolution. Nous avons dû vendre notre château d'Auvergne et nous avons la chance d'être accueillis pour 15 jours dans cette villa merveilleuse face à l'océan avant de reprendre la route de l'exil. Dès que surgissait un pépin, une contrariété, elle en faisait aussitôt le thème d'un roman dont elle devenait l'héroïne et la pilule lui paraissait moins amère à avaler. Que de fois déjà l'avions-nous entendu dire « Imaginons ». Et cela apparaît aussi dans certains de mes poèmes, donc on va vous lire un tout petit extrait. Copie non conforme, je m'achemine à pas engourdis sur le cerceau envenimé de l'habitude, guettant la tangente venue d'un ciel couleur de menthe, irréelle comme le reflux d'une évasion manquée. La voici, frôlant ma maison, fusée dorée, étoile filante bénévole, météore d'une autre époque. Et voilà, les îles Galapagos au bout de mon jardin. Les îles Galapagos, donc pas besoin de voyager. Mais ce n'était pas ma maison, pardon, c'est ma prison. Ah, voilà, frôlant ma prison. Mais ce n'est pas grave. Et alors, l'étape suivante, la publication, c'est arrivé naturellement? Eh bien, je vais dire, écrire est un grand bonheur et je m'en contenterai. Marguerite Duras dirait, écrire ce merveilleux malheur. Je dis, c'est un grand bonheur, c'est la même chose. Mais quelqu'un, une personne en détresse, avait lu l'une de mes nouvelles, L'Enquistement, et m'avait dit que ça lui avait fait beaucoup de bien, qu'elle avait, grâce à cela, repris espoir
éprouvé de l'optimisme, du tonus, qu'elle avait eu du tonus et du dynamisme grâce à cette nouvelle. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être utile, tout compte fait, de publier. Et tout récemment, un monsieur qui avait lu Le Vertige empaillé m'a dit qu'il avait enfin compris la psychologie féminine. C'est peut-être une intelligence. Même si c'est une illusion, c'est déjà ça. Alors Laurence, est-ce que tu as des rites, des habitudes, un cérémonial pour te mettre dans l'écriture? Cérémonial, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, je me lève très tôt, à 5 heures du matin, et c'est à ce moment-là que j'écris, que ça vient le mieux, à 5 heures du matin, parce qu'un poème, c'est facile. Il vient au moment les plus inattendus, et il suffit de griffonner sur un bout de papier et de le retravailler après, mais une nouvelle, c'est une autre paire de manches. Donc, je me lève tôt, et quand je suis seule, le matin, comme ça, j'écris en musique. Pas nécessairement de la musique classique, d'autres musiques aussi. J'en avais noté quelques-unes. Il y a eu Jean-Michel Jarre, les Simple Minds, Enigma, Bob Marley même. Donc, pas seulement, mais aussi de la musique classique, bien entendu. Alors, naturellement, j'ai en tête un plan, parfois vague, parfois précis, et qui peut se modifier en cours d'écriture. Donc des épisodes imprévus peuvent venir s'ajouter, ou bien la fin que je pressentais se modifie, une fin différente s'impose en quelque sorte. Et c'est peut-être dû à la musique, après tout, à la musique que j'écoute en écrivant. Donc chaque fois je note sous le titre « À lire en écoutant telle musique », c'est juste un conseil. Ça veut dire que j'ai écrit en écoutant cette musique inlassablement. Et donc tu écris principalement de la poésie et des nouvelles, et pourquoi pas un roman? Mais j'en ai écrit un dans les années 80. Je lui avais donné comme titre « Le jeu de la passion et du désir ». Et puis j'ai changé ça en un autre titre « Une femme effrayée de rajeunir ». Cette petite phrase vient d'un poème de Jacques Dupin, un poète français, à qui j'ai écrit pour lui demander l'autorisation de prendre son titre, et il me l'a accordé. Donc, comme le roman ne paraîtra jamais parce que c'était impubliable, trop touffu, j'ai repris ce titre pour une de mes nouvelles, mais à paraître. Et ce poème disait notamment, je vous dis le tercet, « Frivole agonie tournoyante, une femme effrayée de rajeunir tombe inanimée pour qu'il neige. » C'est ça qui me soulevait et qui a fait que j'ai pris ce titre. Et c'est une histoire presque vraie, parce que quand j'étais à la bibliothèque de Couëme, le service population s'est installé à côté de la bibliothèque, mais le service population, c'était une pièce assez délabrée. On a apporté à la jeune employée plein d'objets hétéroclites, des meubles de récupération, enfin c'était la misère totale. Oui, Véronique. Oui, Véronique. Je l'ai appelée Viviane ici, mais c'est pourtant bien dans je me trompe. Dans Escale, page 70. Oui, voilà. On n'avait guère eu le temps de repeindre les murs, ni de balayer le sol. Mais Viviane est le prénom d'une fée, et les fées savent, en un tournement, créer une atmosphère. Une affiche aux couleurs vives peut transfigurer le mur le plus ingrat. Quelques fleurs sauvages dans un pot ébréché font rêver à des lendemains qui chantent. Une étoffe chatoyante cache la misère et réjouit le cœur. La manière même d'assembler et classer peut aboutir à un tableau plein de sentiments et de charme. Constance et Lucrèce, accourues pour souhaiter la bienvenue et au besoin prêter main forte, furent pétrifiées d'étonnement et d'admiration. Comment Viviane avait-elle pu, en si peu de temps, et avec rien, aménager ce nid douillet où il faisait bon vivre? Voilà. Ici, la première année, la maison s'affaissait, se figeait, courbait l'échine, se recroquevillait. Elle boudait la mer qui pourtant rampait vers elle, aguicheuse et serpentante, séduisante et voluptueuse. Peut-être pleurait-elle ce fantôme disparu. Les nuages fulminaient pourchassant un pâle soleil.
mais il y avait de somptueux passages de lumière. Un peu comme un traîneau emportant jalousement ses brillances et laissant derrière lui un paysage décontenancé, hagard, morose. Il y avait là une ambiance de traquenard, d'embuscade. La mer se rapprochait. Nous regardâmes la maison. Elle avait dû être coquette jadis, avec ses baies arrondies, sa terrasse à balustrade blanche, ses escaliers inattendus, sa tourelle orgueilleuse. Une maison vide, inhabitée depuis de longues années. Une maison abandonnée. Elles ont une âme, les maisons. Les quitte-t-on avec des mots durs ou un cœur indifférent, les voilà qui se mettent à trembler. Dur ou un cœur indifférent, pardon. Elles ont une âme, les maisons. Les quitte-t-on avec des mots durs ou un cœur indifférent, les voilà qui se mettent à trembler, qui se fêlent, sans les 10, se délabrent. Elles peuvent soudain cesser de respirer ou sangloter silencieusement. Elles se remémorent les joies perdues, les faits anciens, les habitudes des locataires aimés. Elles soupèsent l'absence et leurs murs, battus par les vents, en transpirent. Mais surtout, la rupture avec les humains qui les badigeonnent d'une incommensurable tristesse et les envoient dans l'au-delà des pierres mortes. C'est la façon dont les habitations au cœur des villes anciennes sont imbriquées les unes dans les autres au mépris des règles architecturales les plus élémentaires. Telle maison étroite s'élargit soudainement en empiétant sur le terrain de sa voisine. Telle autre possède une chambre décalée qui devrait logiquement appartenir aux gens d'à côté. Telle pièce se rétrécit jusqu'à devenir triangle. Tel grenier exhibe comme une cicatrice la trace d'une porte de communication ayant été murée. Telle cave s'allonge pour fuguer sous la rue. Des cours intérieures ou latérales donnant accès à des antres gardant jalousement leurs secrets. Ces anomalies ont naturellement leur histoire. D'une part, des hôtels de maître ont été divisés en plusieurs portions, en partage qui a dû s'effectuer à l'amiable ou au petit bonheur la chance. D'autre part, comme chez Tante Palmyre, quantité de logis minuscules ont été groupés sans souci de symétrie ou d'harmonie. Enfin, des citoyens solidaires ont creusé ou percé de manière à prévoir des issues de secours en cas de guerre ou d'incendie. Quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui l'impression que ces maisons séculaires, soudées par une connivence espiègle, rient sous cape des bons tours qu'elles nous jouent. C'est la façon dont les habitations au cœur des villes anciennes sont imbriquées les unes dans les autres au mépris des règles architecturales les plus élémentaires. Telle maison étroite s'élargit soudainement en empiétant sur le terrain de sa voisine. Telle autre possède une chambre décalée qui devrait logiquement appartenir aux gens d'à côté. Telle pièce se rétrécit jusqu'à devenir triangle. Tel grenier exhibe comme une cicatrice la trace d'une porte de communication ayant été murée. Telle cave s'allonge pour fuguer sous la rue. Des cours intérieures ou latérales donnant accès à des antres gardant jalousement leurs secrets. Ces anomalies ont naturellement leur histoire. D'une part, des hôtels de maître ont été divisés en plusieurs portions, en partage qui a dû s'effectuer à l'amiable ou au petit bonheur la chance. D'autre part, comme chez Tante Palmyre, quantité de logis minuscules ont été groupés sans souci de symétrie ou d'harmonie. Enfin, des citoyens solidaires ont creusé ou percé de manière à prévoir des issues de secours en cas de guerre ou d'incendie. Quoi qu'il en soit, on a aujourd'hui l'impression que ces maisons séculaires, soudées par une connivence espiègle, rient sous cape des bons tours qu'elles nous jouent. Quand on a présenté le livre, une chaleur d'enfer, un hôtel aux draps troués, un téléphone diabolique, un sommelier irrésistible, des toilettes inaccessibles, des policiers peu coopérants, des exhibitionnistes persévérants, un médecin fantôme, des animaux envahissants, des pourfendeurs de moulins à vent. Voilà. À chaque seconde, quelqu'un meurt et la terre continue de tourner. Le soleil ne se voile pas la face, les étoiles n'explosent pas de désespoir. À chaque seconde aussi, un nouvel être naît. Le soleil pourrait tout aussi bien danser de joie et les étoiles briller d'un éclat plus vif. C'est la vie. La mort fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. Certes, toute révolte serait vaine, mais savoir qu'on est si peu de choses, une brindille en puceron, en grain de sable. Je vois ce que vous voulez dire. Cela fait frémir, n'est-ce pas? Moi, je crois
Mais je crois, moi, qu'on ne part que lorsque notre mission ici-bas est achevée. Et les enfants innocents qui meurent à peine nés? Ce sont de petits anges. C'est vrai, c'est incompréhensible, révoltant même. Mais c'est là le secret des dieux. Je suis persuadée qu'ils ont, malgré tout, leur utilité, qu'ils jouent un grand rôle. Vous avez besoin de croire au sens de toute vie. Oui, il y a au fond de moi comme une certitude, quelque chose de solide. Je m'y agrippe comme à une bouée de sauvetage, sans quoi je coulerais à pic. Je suis lâche en réalité. Nous le sommes tous. Votre foi est précieuse, je vous l'envie. Vraiment? Je peux essayer de vous en donner une parcelle, puisqu'on est appelé à se revoir. C'est gentil, n'espérez pas que je refuse. Ce que je vous propose, c'est que j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Je ne suis pas masochiste. Je l'espère pour vous. Regardez, on dirait que nous arrivons à destination. C'est bien cela. Gudrun occupait l'appartement du 3e étage donnant sur le jardin. Elle m'avait invité une fois chez elle. Et vous, où habitez-vous? Je me suis installée après mon divorce dans une petite maison du quartier des Oiseaux, en dehors de la ville. Vous avez des enfants? Non, cela vaut mieux sans doute. Vous êtes jeune encore? Tout espoir de maternité n'est pas perdu? Le tout est de dénicher l'homme idéal. Pourquoi idéal? La perfection n'est pas de ce monde. Vous seriez déçu. Dites plutôt l'homme dont vous supporterez les défauts, comme lui devra supporter les vôtres. Très juste. Grand-père, je voudrais parler au contraire, me libérer des pensées qui fourmillent derrière mon front. Ces petits bonheurs, est-ce la vraie vie? Qu'est-ce que vivre? Pourquoi la vie se fiche-t-elle parfois, nous laissant dans un état d'insupportable attente, alors que nous ignorons même ce que nous attendons? Pourquoi, à d'autres moments, nous file-t-elle entre les doigts, plus rapide que l'éclair? Est-ce que maintenant, je vis, j'existe, je rêve, j'hiberne? Quel est mon but? Je ne suis qu'une petite poussière pensante dans l'infini des étoiles. Tout passe, tout s'effiloche. Y a-t-il un ailleurs, un après, une éternité où tout nous serait expliqué? Ces questions m'ont hanté bien des fois. Je sais aujourd'hui que la vie est un don, qu'elle est précieuse, mais aussi extrêmement fragile, menacée par les marées du mal. Notre mission est de transformer le mal en bien, le désordre en ordre, la guerre en paix, les larmes en joie, créer de la beauté. Mais quand la douleur nous terrasse, quand les coups du sort nous révoltent, La révolte et la douleur sont des matériaux, tout comme l'argile ou la pierre. Il convient de les malaxer, de les ciseler. Ta maman nous a été enlevée dans la fleur de l'âge. Ce n'était pas dans l'ordre des choses, cela nous a paru cruel, injuste. Mais à quoi bon blasphémer? Le sens de l'épreuve nous est révélé longtemps après. Si tout au moins nous restons à l'écoute, le cœur alors s'apaise et mûr pour la méditation. grand-père, parfois je pense que nous, les humains, nous écrasons quotidiennement, sans le savoir, de petits êtres invisibles à l'œil nu, et que donc, peut-être les catastrophes s'abattant sur nous sont le fait de géants qui, sans nous voir, nous broient d'un coup de talon. Le genre humain s'apparente peut-être en effet à une fourmilière. Qui peut savoir? Que la mort que des hommes de science ne détruisent pas ta vérité. La recherche est toujours en cours, le point final n'a pas été gravé, il est en suspension. Et les miracles, niés par certains, sont quotidiens et explicables. Vraiment, grand-père? Vous y croyez? Dur comme fer. Ah, je donnerais cher pour tout recommencer avec pour bagage la sagesse acquise en cette vie, tout en restant moi-même. J'éviterai bien des écueils. Je saurai les mots qu'il convient de dire au moment opportun. Je saurai quel geste poser, quel geste retenir. Mais voilà que tu m'interroges, et je n'ai à t'offrir qu'une piètre réponse. Je te donne ma parole, je n'ai pas de preuve tangible justifiant ma foi. Chacun doit mener le combat seul. Grand-père, je voudrais parler au contraire, me libérer des pensées qui fourmillent derrière mon front. Ces petits bonheurs, est-ce la vraie vie? Qu'est-ce que vivre? Pourquoi la vie se fiche-t-elle parfois, nous laissant dans un état d'insupportable attente, alors que nous ignorons même ce que nous attendons? Pourquoi, à d'autres moments, nous file-t-elle entre les doigts, plus rapide que l'éclair? Est-ce que maintenant, je vis, j'existe, je rêve, j'hiberne? Quel est mon but? Je ne suis qu'une petite poussière pensante dans l'infini des étoiles. Tout passe, tout s'effiloche. Y a-t-il un ailleurs, un après, une éternité où tout nous serait expliqué? Ces questions m'ont hanté bien des fois. Je sais aujourd'hui que la vie est un don, qu'elle est précieuse, mais aussi extrêmement fragile, menacée par les marées du mal. Notre mission est de transformer le mal en bien, le désordre en ordre, la guerre en paix, les larmes en joie, créer de la beauté. Mais quand la douleur nous terrasse, quand les coups du sort nous révoltent, La révolte et la douleur sont des matériaux, tout comme l'argile ou la pierre. Il convient de les malaxer, de les ciseler.
ta maman nous a été enlevée dans la fleur de l'âge. Ce n'était pas dans l'ordre des choses, cela nous a paru cruel, injuste, mais à quoi bon blasphémer? Le sens de l'épreuve nous est révélé longtemps après. Si tout au moins nous restons à l'écoute, le cœur alors s'apaise et mûr pour la méditation. Grand-père, parfois je pense que nous, les humains, nous écrasons quotidiennement, sans le savoir, de petits êtres invisibles à l'œil nu, et que donc, peut-être les catastrophes s'abattant sur nous sont le fait de géants qui, sans nous voir, nous broient d'un coup de talon. Le genre humain s'apparente peut-être en effet à une fourmilière. Qui peut savoir? Que la morgue des hommes de science ne détruise pas ta vérité. La recherche est toujours en cours, le point final n'a pas été gravé, il est en suspension. Et les miracles, niés par certains, sont quotidiens et explicables. Vraiment, grand-père? Vous y croyez? Dur comme fer. Ah, je donnerais cher pour tout recommencer avec pour bagage la sagesse acquise en cette vie, tout en restant moi-même. J'éviterai bien des écueils. Je saurai les mots qu'il convient de dire au moment opportun. Je saurai quel geste poser, quel geste retenir. Mais voilà que tu m'interroges, et je n'ai à t'offrir qu'une piètre réponse. Je te donne ma parole, je n'ai pas de preuve tangible justifiant ma foi. Chacun doit mener le combat seul. Et qui maintenant se retrouve seule. Elle refusait catégoriquement de se cloîtrer pour l'attendre, contrairement à ces femmes fanatiques qui, se faisant une fausse idée de la fidélité, vivaient en recluse, pâles en leur costume de deuil, obsédées par l'image de l'être aimé inconstant ou parjure, incarcérées dans leur passé, désincarnées. Elles jugeaient suicidaire une telle attitude. Chacun avait le devoir de mener une vie digne, c'est-à-dire de préserver son existence et de nouer des liens de façon à contribuer au progrès moral du monde, et aussi de créer jour après jour du beau et du bonheur pour soi comme pour autrui. Et puis Laurence, tu as écrit des poèmes, mais tu as aussi tenté de définir la poésie. Oui. Entre autres dans la nouvelle L'outrecuidance du sommelier. Du sommelier. Oui, nous avions rencontré dans un restaurant de la rue d'Avray un sommelier d'origine française, donc il avait ce petit accent français qui a du charme et qui nous parlait des vins avec tellement de feu et de poésie que j'ai imaginé un sommelier qui serait en même temps poète, mais qui aurait aussi la tête sur les épaules et qui ferait des affaires par la même occasion en faisant sa propre publicité auprès des clients du restaurant et qui vendrait donc ses recueils de poèmes. Donc attention, ce texte, il faut le prendre au second degré, c'est assez emphatique. Laurence, tu écris parfois en je, parfois en on, souvent en il ou elle. Et avec quel pronom te sens-tu le plus à l'aise? Mais quand j'écris, je ne réfléchis pas à ça, ça vient tout seul. C'est parfois je, parfois elle. Je me sens aussi à l'aise avec je qu'avec elle. Parfois j'écris je, c'est presque autobiographique, mais parfois je n'ai pas moi. Et c'est la même chose pour elle. Donc il ne faut pas s'y tromper. Les pistes sont brouillées. Ouais. Alors, beaucoup d'écrivains modernes contemporains préconisent l'usage du présent de l'infinitif pour rendre l'écriture plus vivante. Et toi, tu utilises volontiers les autres temps, l'imparfait, le passé, le subjonctif. Est-ce que c'est une manière de te distinguer du courant actuel ou pas? Mais non, je ne le fais pas exprès non plus, ça vient tout seul. Mais c'est vrai que j'aime le passé, j'aime l'archéologie par exemple. Je ne suis pas très futuriste et je crois qu'on néglige trop le passé. On a besoin du passé pour construire l'avenir de toute façon. Et j'aime bien aussi conjuguer les temps passés parce que sans doute ça donne un style, me semble-t-il, élégant et un peu suranné que j'apprécie chez certains auteurs. Mais parfois le présent vient. Si j'utilise un temps passé, au moment crucial, je sens que c'est le présent qui compte. Je vais vous donner un exemple. Donc là, c'est dans... Beaucoup de tes nouvelles se situent dans le XXe siècle, mais peu d'éléments concrets en donnent des indices. Les thèmes que tu abordes sont actuels, intemporels, universels, mais par exemple l'amour apparaît sous les traits de l'amour courtois, chevaleresque, comme au Moyen-Âge. Est-ce que tu te retrouves dans ces assertions? Oui, oui, tout à fait. Et j'aime bien mélanger les époques. J'aime bien apporter un petit anachronisme. C'est ce qui fait le côté étrange des textes. Donc,
oui, là je me retrouve tout à fait là-dedans. Ok. Beaucoup de tes nouvelles se situent dans le XXe siècle, mais peu d'éléments concrets en donnent des indices. Les thèmes que tu abordes sont actuels, intemporels, universels, mais par exemple l'amour apparaît sous les traits de l'amour courtois, chevaleresque, comme au Moyen Âge. Est-ce que tu te retrouves dans ces assertions? Oui, oui, tout à fait. Et j'aime bien mélanger les époques. J'aime bien apporter un petit anachronisme. C'est ce qui fait le côté étrange des textes. Donc, oui, là, je me retrouve tout à fait là-dedans. Ok. D'une gitane et d'un étranger, un gadjo. Et il y a une conversation avec son amoureux. Donc voilà, maintenant... Cela me plairait d'assister à ces cérémonies face à la mer. Tu crois que ta tribu m'adopterait? Je suis sans famille après tout. Ne ris pas, c'est tragique. Un gadjo n'est jamais jugé digne d'être intégré. Le clan adopte parfois les enfants des mères célibataires qui doivent s'en défaire faute de ressources. Et c'est pourquoi d'ailleurs on nous accuse injustement de rapt d'enfants. Mais ton père à toi n'a donc pas été admis par les tziganes? Non, il n'y a pas eu de noces. Ma mère était à peine enceinte que le clan repartait. Mon père ne nous a pas suivis, il n'a pas tenté d'enlever ma mère. Tu sais que chez nous, les fiançailles se clôturent par un enlèvement. Le fiancé capture sa promise et l'emmène quelques jours en un endroit secret. Quand ils reviennent, on les boude, on leur crie dessus pour la forme, et puis on organise le mariage, une grande fête. Voilà. Titres tout à l'heure, les titres qui me viennent dans un demi-sommeil. Donc il y a eu La robe en soie bleue ensablée, Le vertige empaillé. J'en ai d'autres en réserve. Par exemple, Les poétiseurs de grande aventure. Là, le titre est casé. La nouvelle paraîtra dans le prochain recueil. Le quai des quatre lambins. Ça, c'est un titre qui me plaît beaucoup parce que d'abord, c'est l'éloge de la lenteur apparemment. Et ça me fait penser aux quatre fils aimants aussi. L'embellissement des peines lourdes. Ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais les peines lourdes, la prison probablement. Je vais réfléchir à tout ça. Alors, dans ma vie, bien sûr, l'humour. J'ai parlé de Jean Chas tout à l'heure avec cette correspondance poético-loufoque. Il y a eu aussi la tarziblotte, avant d'en revenir à Jean Chas. La tarziblotte, c'est un nom qui m'est venu cette fois alors que je subissais un électroencéphalogramme. L'infirmière m'avait dit « surtout ne pensez à rien ». Et alors que j'essayais de penser à des choses agréables, c'est le mot tarziblotte qui me vient à l'esprit, avec l'article « la tarziblotte ». Donc je réfléchis, je dis tiens, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas ça. Je le répète plusieurs fois pour m'en souvenir, et puis je cherche dans tous les dictionnaires et je ne l'ai jamais trouvé. Des années plus tard, par internet, j'ai essayé aussi, je n'ai pas trouvé non plus, sauf un site turc, Tarziblog. C'est différent, c'est pas la Tarziblog. Donc j'avais fait de la Tarziblotte finalement, puisque j'étais libre de l'utiliser comme bon me semblait. Un petit animal, une sorte de taupe, qui creuse des galeries dans la mémoire. Et qui apporte des souvenirs au niveau de la conscience. Voilà. Alors, pour l'humour dans ma vie, le mieux c'est de lire une des lettres à Jean Chas qui se trouve dans la nouvelle épistolaire La Fosse Brune. C'est dans la ferveur des livres. Nous imaginons dans cette correspondance que nous sommes cousins, à la mode de Bretagne, peu importe, et nobles ruinés. Nous sommes des nobles ruinés. Nous vous remercions vivement pour votre délicate attention à notre égard. Ce colis, contenant une esthétique bouteille de vin en provenance de Vaucher, nous mit du baume au cœur en ces jours difficiles. Nous devons en effet affronter quotidiennement nos créanciers qui, requins cruels et impitoyables, tentent de s'emparer des ouvrages les plus précieux de notre bibliothèque, sise dans la tour de l'aile gauche. Le vin était exquis, nous nous en régalâmes, et nos joues pâles de détresse reprirent quelques couleurs. Quant au volume de la collection familiale, je vous le confie, nous passons une partie de nos nuits à soustraire à la rapacité de ces sbires infâmes les ouvrages auxquels nous tenons le plus, en particulier ceux hérités de notre oncle, le marquis de Villemer. Nous les dissimulons dans des cachettes secrètes, le château regorgeant de portes dérobées, de panneaux muraux basculants,
de cheminées désaffectées comportant de fausses pierres à déceler en un tournement. Nous devons rédiger bien sûr un inventaire toponymique des livres ainsi sauvés. Sinon, comment les retrouverions-nous par après? Nous utilisons pour ce faire un code secret. Ces opérations nocturnes nous épuisent, ce dont témoignent nos yeux cernés. Mais vous serez heureux d'apprendre, chers cousins, que l'une de nos cachettes contient des ouvrages qui vous sont destinés, ainsi qu'au bon docteur Gouda, qui sera de la sorte partiellement payé pour les bons soins qu'il nous dispensa gratuitement dans sa grandeur d'âme. Elles sont assez pauvres et du coup elles sont créatives. Elles transfigurent leur décor quotidien, se contentent de peu, c'est un peu la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. J'ai affiché dans ma cuisine une phrase de Juvénal. Ici, nous vivons tous dans une ambitieuse pauvreté. Et dans Les 4 filles du docteur March, déjà que j'avais lu Petite fille, ça va dans le même sens. La nécessité est la mère de la créativité. Donc les pauvres, bien entendu, s'ils ne sont pas trop pauvres, ont plus de chance que les riches, qui eux sont blasés, donc parfois maussades, et qui ont plein de soucis à cause de leurs biens. Et je parle bien sûr aussi d'espoir, de confiance face aux coups durs du destin. Et là, un tout petit extrait. Aie confiance, Maria Elena. Tu connaîtras l'amour encore quand ta souffrance sera usée, car le cœur humain est vaste comme la mer. Au moment décrété par le destin, la robe en soie bleue ensablée te sera rendue intacte pour d'autres fiançailles. Car à chaque marée haute, inlassablement, les vagues reviennent laver les plaies de l'âme pour permettre au corps de se redresser et danser la joie. Oui. À l'occasion, tes héroïnes se révoltent. Oui, elles défendent les faibles et les opprimés. Elles vont à contre-courant des idées reçues. Elles prennent le contre-pied de certains principes ou règlements. Donc elles réagissent toujours de façon assez inattendue. Et je pense que cette philosophie vient sans doute de mon éducation. J'ai été élevée dans un milieu modeste. Mon père était ouvrier métallurgiste et maman couturière, je l'ai dit tout à l'heure. Et papa, malgré tout, aimait beaucoup lire. Donc il lisait l'histoire, il écoutait la musique classique. Et maman aimait nous raconter la légende familiale parce que son ancêtre, donc son nom c'est Comblé. Et le premier Comblé, ça a été un petit bébé trouvé au bord d'un champ. Donc les agriculteurs ou les paysans avaient vu de loin une calèche qui s'arrêtait au bord du champ, quelqu'un qui descendait un petit paquet. Ils sont allés voir et c'était un bébé portant de riches petits vêtements. Donc dans la famille, on aime beaucoup cette légende et de là sans doute mon jeu des nobles ruinés. Et comme mes parents ont eu une longue vie heureuse, ils ne se disputaient jamais et je croyais naïvement que c'était comme ça dans toutes les familles, mais bon, j'ai appris petit à petit que ce n'était pas le cas. Et ils m'ont naturellement inculqué le respect de la personne, du bien d'autrui, et l'honnêteté, la loyauté. Et il y a un petit passage qui est autobiographique, parce que je m'en souviens très bien, j'avais 5 ans, et c'est l'épisode de la poupée. Le caste n'empêchera nos enfants de faire fleurir les déserts. Tu t'emmures dans l'espoir de ne plus être seul à chercher l'impossible. Engluer les renégats aux mains propres, dont les cagoules noires dorment sous les cathèdres. Marcher sur les rives de l'absurde en cherchant l'absolu. Prier Dieu de bien vouloir exister. Il suffit d'attendre que s'atténue la crise, que se tende une main, un mot, un miracle. Seule l'éternité est vraisemblable. Nous sommes légions à déchirer dans le plus grand secret les coutures de notre existence étriquée. La modération est la nacelle de la longévité. La propriété s'oppose à la liberté. Les riches, hélas, ne peuvent plus s'émerveiller des plaisirs gratuits. La couleur du ciel, la rumeur de la mer, le parfum des algues, la douceur du granit au toucher. Le monde appartient à ceux qui créent, qui inventent, qui transfigurent. Chacun a le devoir de désobéissance immédiate à tout ordre absurde. La dictature fleurit n'importe où, là où le terreau est favorable. Il suffit parfois de changer de maison, ou de métier, ou d'amant, pour décoller et resplendir. Les privilèges, bien qu'abolis, n'en finissent pas de surgir ici et là, tels des champignons vénéneux.
Serions-nous en exil par notre idéalisme dans un monde parallèle qui se révèle voie de garage? Je refuse d'entrer dans ces combines visqueuses. Plutôt rester seul sur mon tapis volant. Les bibliothécaires, par définition, dévorent des quantités de romans. Et cela peut développer à outrance leur imagination. On ne lit jamais assez. Et on ne pourra jamais tout lire. L'une de nos 44 frustrations. Ah, croire en une éternité de lecture. Je vous le souhaite.